Si la hiérarchie équestre est établie par la qualité des mains, celle-ci ne servirait à rien sans la poussée des propulseurs. Cette poussée est appelée souvent impulsion. Attention, il y a là dérive du langage et donc risque d'incompréhension. L'impulsion est une qualité morale. C'est la générosité avec laquelle le cheval est prêt à répondre à toute demande du cavalier. Il ne faut absolument pas la confondre avec la vitesse. Un cheval peut être plein galop et sans impulsion. Si par exemple, arrivant vers un obstacle, il a envie de s'arrêter. Par contre, en venant au pas vers un obstacle, le cheval peut être en pleine impulsion, s'il est prêt, à la moindre demande de son cavalier, à jaillir pour sauter de pied ferme. Parlons donc clairement pour bien nous comprendre. L'impulsion est un climat psychique. La poussée des propulseurs développe, elle, de l'énergie. Et le mouvement, ou la vitesse, apporte de l'énergie cinétique, appelée communément l'élan. On peut avoir l'un sans l'autre. Mais on peut avoir, évidemment, l'un et l'autre dans le même temps. D'où le terme « demande impulsive ». Car à une demande d'augmentation de l'énergie cinétique, le cheval doit répondre généreusement grâce à son impulsion d'ordre moral. Comment demande-t-on une action impulsive? Essentiellement par les jambes. Donc, leur emploi est la base de l'équitation. Depuis la pointe de la hanche jusqu'au talon, tout ceci est la jambe. Ces mouvements-là, ces gratouillages, n'ont rien à voir avec la véritable action des jambes. Car celles-ci, partant de la pointe de la hanche, l'assiette, la cuisse, le genou, le gras du mollet, tout cet ensemble participe à la véritable action normale, classique des jambes. Et alors, cette action peut être précise, très précise, et si nécessaire, puissante. En reculant ainsi la jambe, le cavalier n'a aucune puissance, aucune force. Celle-ci ne peut provenir que de l'action conjuguée des cuisses et de tous les muscles de l'ensemble de la jambe. Pour que les jambes aient toute leur efficacité, il est une première nécessité. Une nécessité qui a un nom, car elle a toujours été appelée depuis très longtemps l'indépendance des aides. Les bas de jambes sont là pour communiquer les ordres du cavalier. Il ne saurait avoir un autre rôle sans risquer des incompréhensions de la part du cheval. Aussi comprenez que ce qui prône l'adhérence des mollets, contact de bonne qualité, dit le règlement officiel, ce qui en bon français signifie serrer les mollets. Eh bien, ces personnes-là profèrent une véritable hérésie concernant l'art équestre. C'est mon opinion? Oui, 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 mais je ne suis pas le seul.
Les bas de jambes doivent tomber naturellement le long des flancs du cheval sans le toucher. Aussi, quand la jambe se rapproche pour donner des ordres, ceux-ci sont nets, clairs, précis pour le cheval. Alors que si les bas de jambes sont en permanence au contact, frottant plus ou moins les flancs du cheval, surtout dans le cadre d'une équitation sportive, eh bien les chevaux, tout naturellement, ne comprennent pas, ou avec du retard, ou de façon confuse, quand ces pressions ont une signification impulsive. Comprenons, la jambe se divise en deux parties. La partie supérieure, c'est-à-dire la cuisse et le genou, qui n'est lui que l'extrémité de la cuisse. Adhérent, fixe, assurant la solidité à cheval. Le bas de jambe, lui, totalement indépendant de la partie supérieure. La cuisse peut être serrée, le bas de jambe est indépendant. Donc, à la disposition du cavalier pour ses communications avec le cheval. Le poids doit toujours être dans le talon. Pourquoi? Mais ainsi le bas de jambe ne peut reculer. Et donc, toute la jambe est parfaitement fixe. Dans l'instruction équestre, il est souvent affirmé certaines choses au mépris de toute logique d'ordre mécanique. Par exemple, il est répété, il faut mettre le poids dans le talon. Bon. Mais par ailleurs, il est dit aussi, il faut que la cheville joue souplement. Ah, bon, moi je veux bien. Il faudrait que l'on m'explique. Si la cheville joue, c'est que le poids n'est pas dans le talon. Car si le poids est effectivement dans le talon, la cheville est bloquée et ne peut jouer, c'est évident. Alors, ayez toujours, ou presque, à moins d'une action tout à fait spéciale demandant le recul de la jambe, ayez toujours le poids dans le talon, afin d'avoir la fixité des aides inférieures et le réflexe d'agir impulsivement par tout l'ensemble de la jambe jusqu'au gras du mollet. Habitude très importante à prendre. Si l'appui dans l'étrier est pris sur le gros orteil, cela a tout naturellement tendance à écarter légèrement la jambe. Alors, premier avantage, bien d'abord, celle-ci ne risque pas de touchoter les flancs du cheval, alors que le cavalier n'a rien de spécial à dire. La jambe viendra au contact uniquement quand le cavalier a un ordre à donner. Alors les choses sont claires pour le cheval. Deuxième avantage, la poussée égale et contraire au poids mis dans l'étrier est tout naturellement renvoyée dans l'axe de l'étrivière. Si celle-ci est légèrement écartée, eh bien cette poussée, tout naturellement, plaque la cuisse. Alors que si l'appui est pris au centre du pied, ou pire, un peu sur l'extérieur, voilà. Immédiatement et tout naturellement, la cuisse s'ouvre. Aussi, l'appui sur le gros orteil, c'est en permanence la cuisse plaquée naturellement sans aucun effort musculaire. Faites-en l'expérience. Les actions impulsives doivent toujours s'effectuer à la sangle. Et donc, nous l'avons dit, par une pression latérale du gras du mollet. Pour une action plus forte, le cavalier, en effectuant cette pression, fait pivoter très légèrement le bas de jambe vers l'extérieur. Ainsi, l'action sur le cheval est plutôt d'arrière en avant, à rebrousse-poil. Et là, les chevaux réagissent de façon beaucoup plus forte. C'est donc pour cela que tous les grands cavaliers d'obstacles montent ainsi à l'abord. En agissant impulsivement, toujours à la sangle, le cavalier a comme avantage, premièrement, d'avoir toujours son cheval devant lui, nécessité absolue si l'on veut en être le maître. Deuxièmement, possibilité d'action de jambes forte, voire éventuellement puissante. Et troisièmement, possibilité, si besoin est, de se mettre en équilibre, puisque le bas de jambe étant droit, l'étrivière demeure verticale. Si la jambe recule pour agir,
Bien évidemment, l'étrivière recule aussi. Et alors, le cavalier ne peut plus se mettre en parfait équilibre sur ses étriers, puisqu'il faut pour cela la verticalité des étrivières. Si la jambe est reculée, le cavalier ne peut sortir de sa selle, puisque la poussée qu'il lui faudrait prendre pour cela le projetterait en avant. On ne peut pas reculer la jambe et être en réel équilibre. D'ailleurs, vous connaissez l'affirmation. Si le cavalier a le genou fixe, il pivote sur ce genou. Et oui, parce qu'avec une jambe reculée, voici ce qui se passe. C'est le bassin qui doit reculer. Alors le genou, bien sûr, ne pivote aucunement, il demeure fixe. Et le cavalier, en équilibre sur ses étriers, a toute la précision et éventuellement la puissance de ses jambes à sa disposition. Il est un vieux principe, répété par tous les grands maîtres équestres. Pas d'impulsion, pas d'équitation. Or, la manifestation de l'impulsion, c'est la promptitude, la générosité, avec lesquelles un cheval va répondre à toutes les demandes impulsives. Or, un cheval qui répond à la moindre demande des jambes, qui répond impulsivement, est donc tout naturellement un cheval en impulsion. Oui, mais mon cheval est froid, il ne répond pas aux jambes, il faut que je prenne des éperons. Vous connaissez ces phrases. Je regrette, non. Sauf cas exceptionnel, de façon générale, si un cheval est froid aux jambes, c'est la faute du cavalier et de lui seul. Ce qui est fondamental, je répète ce mot, fondamental, c'est de ne jamais tolérer la moindre mollesse dans l'obéissance aux jambes sans réagir immédiatement. Comprenez, si le cavalier accepte par moments des réactions molles, ah oui, mais alors plus les choses iront, moins le cheval répondra aux jambes. Alors, un jour, le cavalier, excédé, se fâche, punit. Oui, et ce jour-là, le cheval ne comprend pas. Pire, il a un sentiment d'injustice. Car au bout du compte, il n'était pas beaucoup plus réactif la veille. Or, la veille, le cavalier n'avait rien dit. Alors que si celui-ci ne tolère jamais que le cheval ne réagisse pas généreusement, instantanément, à la moindre action des jambes, alors cela deviendra pour lui une loi absolue et claire. Seulement cela exige un très grand contrôle de la jambe et donc sa parfaite fixité. Si celle-ci, à tout bout de champ, vient s'appuyer, frottailler, tapoter sur les flancs du cheval alors qu'on n'a rien à lui demander, il ne peut absolument plus comprendre. Et le cavalier dit alors « Mon cheval est froid aux jambes ». Comprenez, il faut que pour toute demande impulsive, le cavalier agisse par des actions légères de ses jambes. Le cheval ne répond pas, ou mal, surtout ne pas augmenter la force de l'action. Ce serait tomber irrémédiablement dans le piège. Non, au contraire, il faut immédiatement arrêter l'action des jambes, se préparer et, à nouveau, agir avec légèreté. Et sanctionner dans la seconde qui suit la mauvaise obéissance. Par d'abord un éclat de voix, vous savez, les chevaux, ils sont très sensibles, et un petit coup de cravache. Immédiatement, arrêter, calmer si besoin est, attendre que le cheval revienne à l'immobilité absolue, et puis on recommence. Bien entendu, dès que le cheval répond au souffle de la botte, le récompenser, lui signifier par la voix et par une récréation que c'est cela que l'on exige de lui. Et bien entendu, tout cela, autant de fois que nécessaire.
Il faut établir le code de compréhension avec le cheval, automatiser les mouvements en avant. Départ au pas. Si le cheval est très bien mis, le bas de jambe ne vient même pas au contact. C'est le haut de la jambe, c'est-à-dire l'assiette et la cuisse, qui suffisent à indiquer le mouvement en avant. Avec un cheval pas encore parfaitement mis, les mollets vont effleurer les flancs. Départ au trot. Les jambes viennent toucher les flancs par un contact léger. Et bien entendu, et cela est vrai en toutes occasions, à peine le cheval obéit-il que l'action cesse. Pour le départ au galop, celui-ci doit se demander par une action spéciale, action un peu plus forte, partant de l'assiette et au niveau du mollet, légèrement à rebrousse-poil. Action d'une seule jambe, en principe, celle opposée au pied sur lequel on veut que le cheval galope. Surtout ne pas soutenir l'allure d'un cheval en agissant en permanence. C'est comme ça qu'on les blase. Par un éclat de voix, éventuellement un petit coup de cravache, leur signifier qu'ils n'ont pas le droit de changer l'allure dans laquelle le cavalier les a mis. Le cavalier doit être d'une avarice sordide en ce qui concerne l'utilisation de ses jambes. Moins il les utilise, et plus le cheval répondra alors spontanément, généreusement. Comprenez que autant les mains, elles, doivent travailler presque sans cesse les décontractions du cheval, autant les jambes ne doivent être utilisées que lorsqu'il en est besoin, pour donner un ordre précis, et toujours de façon brève, et en cessant l'action dès l'instant où le cheval a obéi. Il faut habituer le cheval à comprendre la signification d'une jambe isolée. Pour cela, lui demander régulièrement des demi-tours sur les épaules. Ne reculez pas la jambe pour cela. Ce recul n'a aucune raison d'être. Et l'action est moins claire, moins nette, moins puissante pour le cheval. Une remarque. Jamais un cheval ne confond l'action d'une jambe visant à chasser les hanches et une demande de départ au galop. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, et il est important de le comprendre, l'action pour le départ au galop s'effectue à rebrousse-poil. Et alors le cheval comprend automatiquement qu'on lui demande un mouvement en avant. Le cavalier étant assis derrière son cheval, la fermeture de la jambe doit commencer 3 à 4 foulées avant la battue. Doucement au départ et par une pression augmentant progressivement. Jamais de manière brusque. Cela impliquerait un ordre d'accélération, donc un report de poids sur les épaules. Il faut monter dans les jambes, mais surtout ne pas pousser vers l'obstacle. À l'abord de l'obstacle, les actions de jambes doivent être dosées de façon mais aussi fine que les actions de main. Et n'oubliez pas cette phrase que j'ai écrite il y a presque 50 ans et que je continue à affirmer. À l'abord de l'obstacle, toute action de jambes supérieure au strict nécessaire est au détriment de la hauteur de la trajectoire. Alors ce strict nécessaire peut varier selon le cheval, l'obstacle, sa taille, l'allure, l'emplacement de la battue, etc., etc. Il peut devoir être très fort ou très léger. Au cavalier, lui, de sentir justement le strict nécessaire. Mais il ne faut pas le dépasser sous peine d'aplatir la trajectoire et donc d'augmenter les chances de faire une faute. Enfin, il faut s'automatiser à toujours conserver durant la trajectoire le poids dans les talons. Ainsi, la jambe ne bouge pas et le cavalier, à la réception, est toujours en équilibre.
Le poids sur la plante du pied, qui est un réflexe naturel chez le cavalier. Ah oui, oui, mais c'est la jambe qui recule. Alors que le poids dans les talons, c'est le parfait équilibre. Depuis longtemps, pour tous les organismes officiels français chargés de l'instruction équestre, l'étrier a toujours été regardé avec un mélange de méfiance, de mépris, voire de répulsion. Au XIXe siècle, la cavalerie française a adopté le trot enlevé, dit trot à l'anglaise, 50 ans après toutes les autres cavaleries européennes. Un demi-siècle. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on répugnait à se servir de l'étrier, au nom d'une déesse exclusive, l'assiette. Mon cher, un cavalier n'a pas besoin d'étrier du moment qu'il a une bonne assiette. On connaît. Alors, bon, on n'a pas décidé de les enlever, les étriers. Je vais quand même aller un peu loin. Mais, pas question d'admettre leur réelle utilité et donc d'étudier de façon rationnelle leur emploi. Ainsi, concernant l'obstacle, l'instruction équestre française eut près de 30 ans de retard, car jusqu'en 1925, il était enseigné que l'on devait sauter assis dans sa selle et le corps en arrière. Voyez cette image. C'est une photographie qui a été coloriée. Alors, je crois qu'on peut féliciter ce jeune lieutenant car essayer de sauter ainsi, cela pose, croyez-moi, quelques problèmes. Et les cavaliers qui s'appuyaient sur leurs étriers étaient appelés avec mépris les culs de singe. Vous voyez qu'il est nécessaire de toujours bien connaître le passé pour mieux comprendre le présent. Bien entendu, cette répugnance à étudier rationnellement l'emploi de l'étrier, alors là, est portée à son comble parmi les adeptes de l'équitation dite de dressage. Or, malheureusement, ce sont eux qui influent complètement l'instruction officielle en France. Regardez. Voici un cheval venant d'effectuer une reprise de dressage. Bon, il faut tenir compte, bien sûr, qu'il n'a que 5 ans, et puis qu'il est grisé par la verte prairie, ce qui le change de son rectangle habituel. Bon, d'accord. Mais enfin, il est tout de même grave de constater l'incapacité totale de sa cavalière à le contrôler, à l'arrêter. Et pourquoi cela? L'étrier. Un cavalier montant avec une cuisse verticale ne peut absolument pas prendre un quelconque appui pour résister à d'éventuelles tractions du cheval. Il a existé un certain Archimède qui a dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Mais en équitation, le seul point d'appui absolument fixe que possède le cavalier, c'est l'étrier. Alors, comprenons, analysons. Comment et pourquoi le cavalier peut parfaitement et complètement contrôler son cheval, quelles que soient les résistances qu'il trouvera. Et ceci grâce à quoi? Grâce à l'appui sur les étriers qui renvoie une poussée égale et contraire au poids du cavalier. Seulement, cette poussée est donnée dans l'axe de l'étrivière. Si l'étrier avance le moins du monde, l'étrivière s'incline et le cavalier perd l'équilibre en arrière. S'il recule également le moins du monde, c'est le contraire qui se produit. Donc, première constatation, on ne peut utiliser l'appui dans les étriers que si le poids du cavalier est dans la verticalité des étrivières. Donc, que ce poids soit également réparti en avant et en arrière de cet axe. Lorsque le cavalier est assis, la majorité de son poids repose dans son assiette et un petit peu sur les étriers. Son axe de gravité se situe donc, à peu près ici, derrière les étrivières. Le cavalier ne peut donc s'appuyer sur ses étriers, car s'il le fait, sa jambe va avancer et la poussée égale et contraire à son appui le projettera en arrière. Il lui faut donc d'abord, en penchant son buste,
avancer sa ligne d'équilibre pour la placer exactement dans la verticalité des étrivières. Alors il peut s'appuyer autant qu'il en aura besoin, puisque la poussée égale et contraire sera verticale. Voyez-vous, un cavalier en équilibre ne sort pas forcément de sa selle. S'il le fait, par la suite, ce sera pour d'autres raisons. Regardez bien. C'est cela, se mettre en équilibre. Si, étant en équilibre, le cavalier veut sortir de sa selle, eh bien, il lui suffit de faire jouer de façon synchronisée les deux articulations, genoux et hanches. Ainsi, le poids avancé par le buste est égal à celui reculé du bassin. Et le cavalier est toujours en parfait équilibre. C'est un mouvement très simple et très naturel. Il suffit de l'effectuer quelquefois pour qu'il devienne parfaitement instinctif. Mais ceci n'est possible que par la fixité du genou et le reculé du bassin. Ainsi, le cavalier peut passer souplement d'une position assise à une autre en équilibre, et ceci sans que les bas de jambes ne bougent le moins du monde. Ils demeurent toujours à leur place, à la disposition du cavalier pour ses demandes impulsives. Comprenez la différence avec ce que, hélas, on apprend dans les écoles officielles françaises. C'est-à-dire à descendre dans sa selle quasi verticalement pour être assis en avant de la selle. Pour cela, fatalement, le genou descend et donc le bas de jambe se recule par rapport à lui. À partir de ce moment, le cavalier ne peut plus prendre un réel appui sur ses étriers, car cela le projetterait en avant. Et il ne peut donc pas s'opposer dans la fixité à d'éventuelles tractions en avant, donc à d'éventuelles résistances du cheval. Mais encore une fois, cela est enseigné par les adeptes de l'équitation dite de dressage, qui par essence n'ont aucune connaissance concernant l'équilibre du cavalier et son énorme utilité. Bien sûr, à première vue, on peut penser que l'appui vertical n'empêche pas un cavalier de perdre son équilibre s'il subit une traction. Voici. Or, pourtant, non. L'appui vertical permet à un cavalier de parfaitement résister à n'importe quelle tension horizontale. Et ceci dans la précision et la fixité des aides, tant supérieures qu'inférieures. Un cavalier en équilibre peut résister à pratiquement toutes les tensions. Pourquoi ? C'est assez facile d'en comprendre la raison d'ordre mécanique. Regardez, je suis ici, voici un chandelier, je veux le tirer. Si je suis comme ceci, je suis là, et maintenant je tire. Et c'est moi qui pars. Pour le tirer, qu'est-ce que je fais ? Je mets mon pied en avant. Je prends un appui sur mon pied. Et je vais alors tirer à moi, chandelier. Mais l'appui que je prends sur mon pied, je n'y pense pas, je n'y réfléchis pas. Je vais m'appuyer plus ou moins fort selon que le poids va être plus ou moins important. C'est un geste machinal. C'est exactement pareil à cheval. Regardez ces expériences sur dynamomètre, car elles expliquent pourquoi le cavalier peut résister facilement à n'importe quelle tension. L'appui vertical, grâce à la fixité du genou et à l'angle de la cuisse, se transforme en capacité de résistance longitudinale. Mais cela ne suffirait pas en cas de forte tension. Or, dans ces cas-là, regardez ce qui se passe. Automatiquement, instinctivement, sans que le cavalier ait à y penser le moins du monde, les bas de jambes avancent pour, en reculant l'axe de l'étrivière, annuler la tension tirant les épaules en avant. Ouf, c'est un mouvement très faible, 2, 3, 4 cm au maximum. Il est presque invisible sans l'étudier sur des dynamomètres. Mais voilà l'explication mécanique de la totale capacité de résistance du cavalier grâce à l'appui dans les étriers. Et quand la tension cesse, c'est-à-dire à cheval quand celui-ci cède, la jambe revient automatiquement à sa place sans que le cavalier ne bouge. Bien entendu, celui-ci doit toujours agir par ses épaules et ses poignets.
et non en reculant le buste pour tirer en s'aidant de son poids. Et alors maintenant, constatez les possibilités que donne cet équilibre. Les tensions, même fortes, sont toujours dosées. C'est toute la différence avec les cavaliers qui tirent. Regardez, vous voulez 8 kilos? 8 kilos. 10? 10. 9,500 seulement? 9,500. 11? 11. 10,500 seulement? 10,500. 9. 0. Voilà. Et le cavalier n'a toujours absolument pas bougé dans sa selle. Mais vous savez, ce parfait équilibre a été utilisé depuis très longtemps et par tous les très grands cavaliers. Il est tout de même triste qu'il ne soit pas expliqué et enseigné officiellement en France. Il y a un an, nous avions réalisé une cassette consacrée entièrement à l'action des mains. Mais nous avions précisé à la fin de cette cassette, qui durait pourtant 1 heure, que nous n'avions pas eu le temps de voir l'ensemble des problèmes. Aussi aujourd'hui, après l'analyse de l'action des jambes, reprenons où nous l'avions laissé l'étude du problème des mains. L'appui. Vieux problème, car éternelle incompréhension. Bon, il est certain que dans le dictionnaire, il est écrit appui égale soutien, et même soutien pouvant empêcher de tomber. Et alors, hélas, beaucoup de cavaliers l'ont compris ainsi. D'ailleurs, à leur décharge, il a été écrit, parfois, mais parfois il a été écrit que le cheval avait besoin du soutien de la main, justement, pour ne pas tomber. Mais non, ce vieux terme équestre a une toute autre signification. Tous les grands auteurs, tous les grands cavaliers l'ont dit. L'appui, mais c'est un contact léger. L'arène est fluide, à demi-molle ou à demi-tendue, comme on préfère. Mais surtout, elle ne supporte aucun poids. C'était l'appui des maîtres de la grande équitation classique. C'est l'appui pris et donné par les grands cavaliers actuels de saut d'obstacle. Comprenons. S'il existe une tension dans les rênes, plus ou moins forte, mais tension quand même. Alors elle existe dans la main du cavalier, oui, mais aussi sur la commissure des lèvres du cheval. Celui-ci alors est obligé d'annuler cette traction. Et il le fait comment? Grâce à une petite contraction des muscles de l'encolure. Alors, elle peut être faible, cette contraction. Peut-être. Mais elle existe. La maladie est là. Or, n'oublions pas le grand principe action-réaction. Si le cavalier, pour donner un ordre, augmente la tension, instinctivement, en réflexe, le cheval augmente de façon proportionnée la contraction de son encolure. La maladie, alors, est gravement déclarée. Or, en vertu de la loi naturelle faisant que chez tous les mammifères, l'ensemble des muscles accompagnant la colonne vertébrale est solidaire. S'il y a contraction dans l'encolure, elle existe également au niveau des reins. Dans ce cas, l'engagement des postérieurs, le report de poids sur les hanches ne peuvent pas s'obtenir, ou si mal qu'il est préférable de ne pas en parler. Donc, appui, mais oui, si on le comprend classiquement. D'ailleurs, je rappelle cette définition donnée par un des principaux écuyers en chef de Saumur, le colonel Guérin. Écoutez, l'appui, c'est le sentiment devant exister entre les mains du cavalier et la bouche du cheval. Sentiment qui commence et finit, je répète, et finit au plus léger des contacts.
Voilà. Mais l'appui, tel qu'il est malheureusement souvent compris et pratiqué, c'est la catastrophe. Dans tous les domaines, des grands hommes se sont manifestés, ont fait des découvertes, dont l'humanité ensuite a profité. Alors faisons de même en équitation. Gardons en mémoire que celui qui fut appelé le plus grand écuyer de tous les temps, François Baucher, que François Baucher a dit « Le cheval doit être en avant des jambes et en arrière de la main ». En avant des jambes, c'est le cheval qui jaillit généreusement à la moindre demande impulsive, comme nous l'avons vu précédemment. Un cheval en arrière de la main, ce n'est pas un cheval qui refuse le mouvement en avant. Ce n'est pas un cheval qui s'accule, ce n'est pas un cheval qui lâche la main. Non, c'est un cheval souple, à l'appui traditionnel, c'est-à-dire un simple contact, mais qui, lorsque le cavalier serre les doigts et recule légèrement la barrière de ses mains, le cheval de lui-même reporte alors le poids de sa masse vers ses hanches. Un athlète se préparant à prendre le départ d'une course, ou un autre s'apprêtant à sauter, ils sont tendus, psychiquement et physiquement, en vue de l'effort à fournir. Il ne viendrait à personne l'idée d'aller leur mettre un morceau de fer dans la bouche et puis de tirer dessus sous le prétexte de les tendre. Bon, malheureusement, c'est la conception que beaucoup de cavaliers ont de ce qu'est un cheval tendu. Or, mais un cheval tendu est prêt à répondre aux ordres de son cavalier généreusement, mais dans tous les sens. Ça peut être aussi bien dans le reculé que dans l'action en avant. Donc comprenez, la tension d'un être, aussi bien d'ailleurs cheval qu'humain, est d'ordre essentiellement psychique. Autrement dit, en équitation, un cheval en totale impulsion, prêt à jaillir à la moindre demande de son cavalier. Mais il est tendu. Mais cela n'a rien à voir avec la tension des rênes. Aussi, si d'aventure on vous dit « tendez votre cheval » en tirant sur les rênes, n'écoutez pas. C'est d'une énormité démentielle.